L'hydrogène connaît un regain d'intérêt depuis plusieurs années. Certains pensent que c'est l'énergie du futur, d'autres une perspective irréaliste. Parmi tous les moyens de produire de l'hydrogène vert, nous allons nous intéresser à la microbiologie avec l'idée de biohydrogène sur lequel travaille Pierre-Paul Lipgott, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir. Il est microbiologiste biochimiste à l'Institut méditerranéen d'océanologie et chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Tout cela dans le cadre des vidéos éco-scientifiques et à la demande d'Écosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec Pléazur. Voyons donc quelles sont les promesses du biohydrogène. Prenons un peu de recul sur le contexte en activant le filtre de la macrohistoire. L'énergie est la seule monnaie universelle. Elle est nécessaire pour faire quoi que ce soit. Et anime littéralement la vie sur Terre qui dépend de la conversion photosynthétique de l'énergie solaire en biomasse végétale. Les humains sont la seule espèce pouvant systématiquement exploiter les énergies extérieures à leur corps en utilisant la puissance de leur intellect et une énorme variété de techniques. Les innovations dans la capacité à transformer l'énergie en chaleur, en lumière et en mouvement ont été une force dominante derrière notre progrès culturel et économique au cours des 10 000 dernières années. Tout cela a pris un tournant sans précédent durant la révolution industrielle avec l'utilisation des énergies fossiles qui a tout affecté. L'agriculture, l'industrie, les transports, les conflits, les communications, l'économie, l'urbanisation, la qualité de vie, la politique et l'environnement. Et c'est justement ce dernier point qui pose le plus gros problème aujourd'hui. Ces ressources fossiles, en fait, elles ont été accumulées et elles ont permis de séquestrer le CO2 qu'il y avait à l'époque. Alors, tout s'est passé réellement au niveau du Carbonifère. D'ailleurs, le Carbonifère, c'est là où le charbon s'est créé. Et donc, pendant 60 millions d'années, la planète, les végétaux, ont stocké le CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère et l'ont mis sous terre. Donc, ce que fait l'être humain, donc la société actuelle, c'est de dégager ce CO2 fossile, donc de relarguer du CO2 en plus. Et donc, c'est là où il y a une problématique. On sait que le CO2 est un gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plus sur un dérèglement climatique qu'un réchauffement climatique, même si la tendance est un réchauffement. Et donc, il faut trouver absolument un moyen d'avoir une transition énergétique. Quand on parle de transition énergétique, on parle soit d'utilisation d'énergie renouvelable, mais aussi d'aménagement en fonction des productions de CO2 fossiles actuelles. Justement, il y a une idée, c'est d'utiliser l'hydrogène. L'hydrogène qui serait le vecteur énergétique le plus propre, on va dire, pour en tirer de l'énergie. L'atome d'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers et le plus léger du tableau périodique. Sous forme moléculaire, on parle de dihydrogène, H2. Il compose la majorité du Soleil et se trouve dans presque toutes les molécules des êtres vivants. Mais malgré son abondance, il demeure rare sous sa forme pure sur Terre en raison du fait qu'il est combiné avec d'autres éléments, comme l'oxygène dans l'eau ou le carbone dans les hydrocarbures comme les gaz naturels. Contrairement au charbon ou au solaire, considéré comme source d'énergie primaire, l'hydrogène est un vecteur énergétique, au même titre que l'électricité. C'est-à-dire qu'il est utilisé pour transporter et stocker l'énergie, la rendant disponible pour une utilisation a posteriori sous forme de chaleur, de lumière ou travail mécanique. Il existe plusieurs façons de produire de l'hydrogène. On retrouve entre autres le vaporéformage, qui est la méthode la plus courante et consiste à faire réagir de la vapeur avec du gaz naturel comme le méthane pour produire de l'hydrogène gazeux et du CO2. Et l'électrolyse, qui utilise un courant électrique dans de l'eau, ce qui provoque la décomposition des molécules d'eau en hydrogène et oxygène. Mettez une pile 9 volts dans un verre d'eau salée et vous verrez des bulles se former, c'est le même principe. L'hydrogène, il faut savoir quelque chose d'important, c'est qu'il peut être utilisé de deux manières différentes. Comme vecteur énergétique et comme réactif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, l'hydrogène est produit en masse. Mais alors quand je parle en masse, c'est de production énorme d'hydrogène déjà à l'heure actuelle. L'année dernière, il y a eu 73 millions de tonnes d'hydrogène pur qui ont été produits. Mais si on produit autant d'hydrogène aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle comme une énergie d'avenir ? Eh bien d'une part, l'hydrogène sert principalement comme réactif en industrie pour produire de l'acier ou de l'engrais, et pas comme vecteur énergétique, ce qui ne le rend pas très utile pour la transition énergétique. Ensuite, sa production actuelle génère des gaz à effet de serre, ce qui lui vaut le nom d'hydrogène gris, noir ou brun. On trouve tout un spectre de couleurs, du bleu au vert en passant par le rose qui dénote l'impact écologique de la production d'hydrogène.
Pendant longtemps, l'hydrogène vert n'avait que peu d'intérêt économique en raison de son coût élevé comparé aux énergies fossiles. Mais depuis la baisse des coûts des énergies renouvelables, les efforts pour le rendre rentable se multiplient, notamment par l'électrolyse issue d'énergies renouvelables. Lorsque l'électrolyse est produite à partir d'électricité de sources nucléaires, on parle d'hydrogène rose, et l'hydrogène gris devient bleu si le captage et le stockage du carbone sont utilisés. Le Graal de l'énergie verte est de pouvoir réduire les coûts de production pour entrer en compétition sur le marché des énergies. Il est estimé que cela pourrait être le cas si l'hydrogène vert coûte entre 1 $ et 2 $ par kilo. Aujourd'hui, nous sommes entre 3 et 5 $ par kilo. Une fois pur et sous forme gazeuse, l'hydrogène peut être brûlé, ce qui génère de la chaleur pour du chauffage ou la cuisine au gaz, mais aussi pour faire tourner un moteur et propulser un véhicule de la même manière que l'essence ou le kérosène. Ou alors, il peut être mixé avec de l'oxygène dans la fameuse pile à combustible, ce qui produit de l'électricité, utile également pour les véhicules à moteur électrique et d'une manière générale tout ce qui nécessite de l'électricité. Dans les deux cas, la seule émission qui en résulte est de la vapeur d'eau. C'est le grand avantage. Mais les piles à combustible ont une densité d'énergie plus élevée que les batteries, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker plus d'énergie dans un volume donné. 1 kg d'hydrogène vont dégager 3 fois plus d'énergie que si on brûle 1 kg d'essence. Très utile lorsqu'on envisage le fret routier, maritime ou l'aviation, qui sont des transports lourds et longue durée. L'autre atout étant une recharge plus rapide. Même si les avantages semblent l'emporter sur les voitures électriques classiques, il faut noter que les piles à combustible ne sont pas encore suffisamment au point pour avoir du sens économiquement. Lorsqu'elles le seront, les voitures électriques au lithium n'auront fait que s'améliorer, notamment sur les infrastructures, la rapidité de recharge et l'autonomie. Le stockage d'hydrogène est également envisagé pour combler l'intermittence des énergies renouvelables. Par exemple, le surplus d'électricité d'une ferme solaire pourrait être converti en hydrogène par l'électrolyse afin d'être conservé, rendant le système énergétique beaucoup plus efficace. Mais le solaire et l'éolien ne sont pas les seules options pour produire de l'hydrogène vert. Pierre-Paul et son équipe ont développé un système qui permet de produire de l'hydrogène à partir de biomasse, plus précisément de déchets organiques. Et vu que l'on gaspille environ un tiers des aliments produits, ça semble être faire d'une pierre deux coups. Ce projet est principalement mené en Tunisie au sein d'un laboratoire mixte international qui s'appelle Biotech H2. Et donc moi, mon sujet de recherche sur ça, c'est de récupérer l'énergie qu'il y a dans la matière organique. Parce qu'il faut savoir que dans la matière organique, il y a beaucoup d'énergie, d'ailleurs on s'en sert pour vivre, nous. Tout ce qu'on mange, c'est de la matière organique. Et c'est grâce à ça qu'on a de l'énergie que je peux bouger mes bras. Et bien donc on voudrait récupérer cette énergie-là qui est plutôt sous forme de déchets, c'est-à-dire toute la matière organique que l'on dégage et que l'on jette dans nos poubelles. C'est récupérer cette énergie-là pour en faire de biohydrogène par l'intermédiaire de micro-organismes. Ces micro-organismes proviennent de sources hydrothermales communément situées dans les fonds marins. Pour la petite anecdote, ces hyperthermophiles sont des candidats pour expliquer les origines de la vie sur Terre. Autre sujet d'étude de Pierre-Paul Lipgott, mais bien que fascinant, cela dépasse le cadre de cette vidéo. Placés dans un bioréacteur, les micro-organismes décomposent la biomasse et produisent de l'hydrogène par fermentation qui ressort sous forme de gaz. On parle alors de biohydrogène. Les avantages sont nombreux. En effet, la biomasse est omniprésente dans la grande majorité des régions de la planète. Elle ne nécessite pas de terres rares ou matériaux pouvant être au cœur de négociations géopolitiques. Il n'y a pas de problème d'intermittence, comme c'est le cas avec le solaire ou l'éolien. Et enfin, la production de biohydrogène repose sur des installations simples et mobiles. Est-ce suffisant pour envisager une mise à l'échelle industrielle? Notre biohydrogène on pourrait s'imaginer qu'il pourrait servir au niveau industriel aussi, comme réactif. Maintenant, nous, dans notre intérêt, c'est plutôt avoir un vecteur énergétique. Ça serait plutôt s'en servir, par exemple, chez nous, quand on a des déchets, on met ça dans ce fameux bioréacteur, un fermenteur, on récupère de l'hydrogène que l'on utilise directement sous forme soit de gaz à brûler, soit effectivement pour faire de l'électricité. Au même titre que quand on fait du compost, par exemple. Je veux dire, il y a quand même un certain entretien à avoir, et bien on pourrait faire la même chose, effectivement, chez nous. C'est-à-dire qu'on pourrait s'occuper de notre bioréacteur, donc de notre être vivant, qui nous permettrait d'avoir du biohydrogène. Donc ça n'implique pas énormément de dépenses, chacun se bouge pour arriver à le faire, et d'ailleurs nous sommes dans cet objectif-là. Je sais qu'aux États-Unis, c'est déjà démocratisé, le fait d'avoir un mixeur au sein de l'évier, où on va mettre déjà les matières organiques à l'intérieur. Donc on peut tout à fait s'imaginer, et d'ailleurs on est en train d'y réfléchir, un système à peu près similaire, où on récupère un jus, un fameux jus fermentescible, qu'on va mettre dans un fermenteur à haute température. L'idée d'utiliser sa propre installation ménagère pour produire du gaz à partir de déchets de fruits et légumes, qui pourraient ensuite être utilisés pour se chauffer ou cuisiner, est une idée séduisante et logique. Cela crée un cercle vertueux où chaque citoyen pourrait acquérir une certaine indépendance énergétique. Après, il y a d'autres systèmes biologiques de recherche sur lesquels on est, toujours sur une production de biohydrogène et d'hydrogène,
avec des systèmes électrochimiques. On est toujours avec des micro-organismes qu'on va mettre sur des électrodes, et il s'avère que la biocatalyse devient beaucoup plus intéressante, étant donné qu'on peut rajouter du courant si on veut avec des panneaux photovoltaïques, dans l'énergie renouvelable. Et là, on peut orienter le métabolisme où on veut, permettre aux micro-organismes de croître encore plus, de dégager beaucoup plus d'hydrogène, de même directement faire les molécules de stockage de l'hydrogène, l'acide formique et l'ammoniac. Donc c'est les nouvelles tendances de recherche sur lesquelles je suis d'ailleurs. Et là, il y a des potentialités quand même de ce qu'on obtient comme résultat. On pourrait éventuellement imaginer même des systèmes industriels, une industrialisation de ce genre de production de biohydrogène. Il faudrait utiliser toute l'électricité annuelle de l'Union européenne pour transformer la production actuelle mondiale d'hydrogène polluant par de l'hydrogène bas carbone. La tâche semble être monumentale. Fin 2022, l'Union européenne a annoncé un investissement à hauteur de 14 milliards d'euros dans un plan hydrogène réparti sur plusieurs pays avec l'objectif d'accélérer la production et les infrastructures d'hydrogène bas carbone. Quand on parle de 14 milliards investis pour l'hydrogène, on ne parle pas que de la production d'hydrogène, j'y reviendrai juste après. On parle aussi de tout ce qui amène à cette transition énergétique autour de l'hydrogène. Donc on parle effectivement d'essayer de produire de l'hydrogène bas carbone, de trouver des moyens différents, donc d'investir dans des moyens différents pour le produire justement en produisant le moins de CO2. Il y a par exemple la thermochimie qui est en train d'arriver, le craquage du méthane qui est en train d'arriver. Tout ça conduit effectivement à moins de dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Donc cet investissement hydrogène, il se situe à ce niveau-là, mais aussi au niveau des infrastructures, pour essayer de faire du power to gas par exemple, c'est-à-dire de rajouter un petit peu d'hydrogène dans les circuits déjà existants. Il y a du méthane, du butane, bref, les gaz qu'on utilise, nous, dans nos cuisines, c'est rajouter un petit peu d'hydrogène. Et aussi, le gros investissement, c'est effectivement produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. L'hydrogène a le potentiel d'être un acteur clé dans le futur paysage énergétique. C'est une source d'énergie propre et abondante qui peut être produite à l'aide de diverses méthodes, y compris des sources renouvelables telles que l'énergie solaire et la biomasse. Qu'il soit bleu, rose, vert ou bio, l'hydrogène possède encore des défis à relever afin d'être bas carbone, tels que le besoin d'infrastructures et le coût élevé de production. Mais nous avons fait beaucoup de chemin ces dernières décennies. Nul doute que la recherche fondamentale, comme celle de Pierre-Paul Lipgott, va faire progresser la discipline pour en faire un vecteur d'énergie d'avenir. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez ma conversation complète avec Pierre-Paul Lipgott sur la chaîne d'Écosciences. Lien dans la description. Profitez-en pour regarder les autres épisodes de cette saison 5 des vidéos éco-scientifiques. Et vous pouvez consulter le support pédagogique du projet Solutions produire de l'hydrogène biologique au lien suivant, également dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.